La Route du Rhum destination Guadeloupe 2022 a été remportée en 6 jours par Charles Caudrelier dans la classe ultime. Mais plus d'une centaine de bateaux de 5 autres catégories sont encore en mer dans cette 12e édition intense. Une Route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. On vit des trucs quand même en mer, c'est magique, ce sport, il est incroyable, quoi. It's a crazy race, absolutely crazy, really intense. C'est de la compète à l'état pur, quoi. Et pas un moment de répit, quoi. À chaque minute, je pense, de cette régate, je me suis dit, mais là, de toute façon, je vais le casser le bateau. Traverser l'Atlantique en solo sur un Ocean 50 est pour l'instant la chose la plus incroyable que j'ai faite de ma vie. La Route du Rhum destination Guadeloupe 2022 a connu son premier drame avant même le départ. Dans la catégorie des Ocean 50, les trimarans de 15 mètres, celui que beaucoup présentaient comme l'un des favoris, le Britannique Sam Goodchild, se retrouve hors jeu dès la procédure de lancement de la course. Goodchild se blesse grièvement au bras et au visage lors d'une casse matérielle qui provoque un retour de manivelle violent de son winch. Son équipage, le voyant gisant dans le cockpit, remonte sur le trimaran qu'il venait de quitter. Sam Goodchild est évacué du bord et ne prend pas le départ. C'est le premier coup de théâtre de la course. Ils ne sont plus que 7 à s'élancer vers la bouée obligatoire du Cap Fréhel. Erwan Leroux sur Coesio, Quentin Vlaminck sur Arkema, Sébastien Rogue sur Primonial, Thibaut Vauchel-Camus sur Arcep, Armel Tripon sur les Petits Doudous, Éric Perron sur Comme il faut, tous attaquent pleine balle cette sortie de la Manche. Gilles Lamiré, lui, est rapidement en retard après des problèmes techniques de chariot de grand voile avant le départ, relégué à plus de 15 000 en quelques minutes. À bord de Coesio, c'est parti. On profite d'un magnifique coucher de soleil sur la baie de Saint-Brieuc. Premier lever de soleil de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Après une nuit géniale sous la lune qu'on a encore avec nous là. Mise en jambe vraiment impeccable. Parfait pour s'amariner et rentrer dans la régate. La flotte, dans son ensemble, a choisi de virer à la Pointe-Bretagne et de s'abriter de la longue houle venue de l'ouest de l'Atlantique. La descente vers l'Espagne se fait par l'intérieur du golfe de Gascogne. En meute, les trimarans sont face au vent dans une mer inconfortable. La navigation en groupe impose une cadence très soutenue. C'est parti. La première place change au rythme des virements, mais les écarts sont infimes. 12 000 nautiques entre le premier et le cinquième. Quentin Vlaminck se révèle. Un début de course assez engagé, avec beaucoup de travers à la pointe de la Bretagne. Mais ça c'est fait. Là, on est au milieu du golfe de Gascogne, on va pas tarder à passer pas loin du Cap Finistère et aller rejoindre un front avec 25 à 30 nœuds de vent. Après 3 jours de mer, les routes divergent pour la première fois entre les Ocean 50. Il s'agit de franchir une zone sans vent après un premier passage de front au large du Portugal. Quentin Vlaminck et Thibaut Vauchel-Camus poussent à l'ouest et sont les premiers à retoucher des vents forts en bordure du deuxième front dépressionnaire qui arrive. Une navigation très engagée. Erwan Leroux, Sébastien Rogue et Armel Tripon restent plus centristes. Éric Perron est parti très au sud pour tenter de contourner la dorsale anticyclonique, une option peut-être payante mais à long terme. Thibaut Vauchel-Camus, incisif, accélère en tête de la course dans du vent fort généré par le front froid.
Mais le funambule bascule, le trimaran est balayé par une forte risée le 12 novembre au soir. Ça fait 10 heures que j'ai chaviré. Je sais que je suis attaqué fort, mais j'étais raisonnable. Donc ça a été bien payant parce qu'on était en tête et bien en tête. Et là, c'est dur de voir le bateau avec le mât qui se touche dans l'eau. On est juste à côté, on vient de passer par tout travers là, à 150 mètres. Il est secouru au matin par le Mérida, le bateau de secours motorisé d'Adrien Hardy, un ancien skipper qui suit la flotte des Ocean 50. Le trimaran renfloué sera remorqué jusqu'aux Açores. La flotte, elle, poursuit sa descente vers la chaleur. C'est la première fois depuis le départ que je sors de la cabane. Et ça fait du bien de prendre l'air. On peut même sortir sans se faire mouiller. Voilà, ok. Sorti les lunettes, le t-shirt. Ça fait enfin du bien. Et voilà, ça glisse tranquillement. Quentin Vlaminck est désormais seul en tête. Opiniâtre et décomplexé pour sa première transatlantique en solitaire, impressionnant de lucidité, dosant ses attaques et ses navigations, il aborde les alizés et la phase de vent arrière avec une bonne avance sur Erwan Le Roux et Sébastien Rogge. Il compte jusqu'à 70 000 d'avance au 4e jour de course. Sébastien Rogge est dans le coup, parfois deuxième, mais le combat dans les alizés est rude. Ça a été un peu dur pour nous là, le contournement des Açores. Quentin s'est fait un peu la malle, mais c'est pas très grave. La route est longue et semée d'embûches. Armel Tripon est distancé, ayant pour principal objectif de rallier la Guadeloupe, le skipper des petits doudous temporise. Voilà, c'est quand même sympa, non? Erwan Le Roux, prudent au début de transat, se montre de plus en plus agressif. Il passe en mode attaque en approchant la Guadeloupe. Erwan, il est trentaine de mille sur mon nord-est, avec Sébastien Rogge aussi. Donc c'est chaud là pour le trio de tête. On donne tout. Il va falloir mettre du charbon pendant ces 4 prochains jours pour essayer d'aller chercher le premier. À la faveur des recalages sur la route directe, Le Roux grappille 1000 après 1000 sur Vlaminck. Il optimise chaque oscillation du vent et passage de grains orageux. Poussé par un alizé qui se renforce, Le Roux utilise parfaitement la puissance de son trimaran aux allures portantes. Le skipper de Comme il faut, Éric Perron, constate de son côté que son option sud n'a pas payé. Juste avant le sprint final, Erwan Le Roux accentue la pression sur Quentin Vlaminck, qui tente de le contenir au moment d'aborder le crucial tour de la Guadeloupe. Tout pourra se jouer là, à l'issue de cet ultime virage. Erwan Le Roux passe la marque de la tête à l'anglais en tête. Quentin Vlaminck profite des dévents guadeloupéens et revient sous le vent de l'île pour passer la bouée de Basse-Terre de nouveau en première place. Mais Coesio, à l'expérience, arrache la gagne dans le dernier virage du canal des Saintes. Erwan Le Roux gagne avec 18 minutes d'avance sur Quentin Vlaminck. Il remporte sa deuxième route du Rhum destination Guadeloupe, comme Laurent Bourgnon ou Roland Jourdain avant lui. Vlaminck voit la victoire s'envoler pour un souffle après 10 jours et 21 heures de mer vécu à un rythme survolté. Et je suis hyper content. C'est un truc de malade. Hein. Ouais. Ça s'est joué à une longueur. C'est comme si lui ou moi, c'était pareil. C'est tombé du bon côté pour moi, mais il en gagnera d'autres. Il a le talent pour en tous les cas. Ouais, j'étais super fier de partager ça avec toi. C'était top. Merci Erwan, bravo d'avoir gagné. T'as fait une sacrée course. Je t'ai bien ouvert la voie quoi. C'est clair. Sébastien Rogge termine 3e. Les 37 concurrents de la classe IMOCA au départ de la route du Rhum destination Guadeloupe s'élancent au large de Saint-Malo le 9 novembre pour un sprint d'une dizaine de jours à bord de leur monocoque de 18 mètres, pensé et dessiné pour faire le tour du monde. Départ un peu sport,
Avec tous ces bateaux là, au près. Les petits croisements entre IMOCA. C'est serré. Allez, il n'y a plus qu'à aller chercher la porte à frais, allez. Et un petit contournement de la pointe Bretagne avant de faire route vers l'ouest. Au départ, tous les observateurs n'avaient qu'une certitude dans cette classe, la domination à venir de Charlie Dalin à bord de son Apivia pour une dernière course à bord de ce monocoque avant d'en construire un neuf. Rigoureux, performant, engagé, Charlie Dalin déroule au cours de ses premiers jours une sublime partition. Placement sur le terrain de jeu, stratégie météo, choix des voiles et réglage de son navire, Dalin domine son sujet dans tous ses aspects et complexités. Ça s'annonce un peu tactique, stratégique et les prochains jours, donc je passe pas mal de temps à la météo et j'essaie aussi de me reposer. J'ai pas eu beaucoup d'occasions depuis le départ. Non content d'être en tête et ce malgré des conditions de mer et de vent très rugueuses dans les passages de dépression, Charlie Dalin creuse son avance. Il compte jusqu'à 80 000 de marge sur ses plus proches poursuivants. En 72 heures de descente de l'Atlantique, le skipper écrase ses rivaux pourtant prévenus. Premier sur la ligne, premier à Fréhel, premier à Ouessant, premier aux Açores, la première partie de course de Dalin est parfaite. Mais le récital d'Alain est contrarié par la météo qui systématiquement l'empêche de s'échapper définitivement et permet à ses adversaires de recoller et de ne pas perdre totalement espoir. Le premier des dauphins, c'est l'inoxydable Thomas Ruyant qui, en embuscade, attend son heure. Bon, la route va être longue, hein. La route va être longue. Je sais pas vraiment par où ça va passer pour l'instant. Voilà. Je pense je vais faire pas mal de météo et de mise à jour pour essayer de trouver la bonne trajectoire. Parmi les 7 bateaux neufs de cette flotte, Jérémy Bayou est le plus régulier et impressionnant. Dur au mal et pugnace, il s'accroche lui aussi au tempo et ne quitte pas le trio de tête. On est en train de passer l'archipel des Açores là. C'est juste là dans notre nord. Il y a du boulot depuis le début et puis là il y a les prochaines heures vont vraiment être cruciales selon les choix qui sont faits. À la barre des foilers neufs, les poursuivants que sont Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, Paul Meillat et Maxime Sorel vivent un stress maximal. La régate accapare leurs esprits, mais leurs corps sont malmenés. Ils découvrent leurs bateaux volants dans des mers formées, tentent de les dompter et surtout de ne pas tout casser. La mer est dégommée. Il va falloir trouver la limite entre pas casser le bateau et aller vite. La casse matérielle a déjà frappé la flotte dans une traversée du golfe de Gascogne dans des conditions brutales. Plusieurs IMOCA ont dû renoncer en raison de dématage, de collisions ou d'incendies à bord. Damien Séguin, Kojiro Shirashi, Fabrice Amedeo, Louis Burton ont été contraints à l'abandon dans cette course particulièrement dure. Tous les marins sont saufs, mais le moral est en berne. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Au cœur de l'Atlantique, après avoir tourné autour de l'anticyclone, Charlie Dalin touche les alizés. On est encore passé au sud de la zone de vent faible là. Là on avance pas mal, on est à 19 nœuds. Après une première partie de course face au vent, les skippers sortent toute la toile pour accélérer encore et faire parler toute la puissance de leur grande luge. C'est l'allure à laquelle Linked Out est le plus rapide. Au prix d'un engagement total, Thomas Ruyant parvient alors à recoller au tableau arrière de Charlie Dalin. Ça commence à aller vite. On risque de ralentir un tout petit peu devant, mais on est dans le bon couloir devant, juste dans l'est de l'anticyclone. Entre l'anticyclone et sa dorsale. Je suis aux manettes. Voilà. À bloc. La compétition entre alors dans une nouvelle phase, une course de vitesse au vent portant, où chaque grain qui provoque des surventes peut devenir un piège, où chaque nuage peut devenir une trappe.
Ah, là, on voit Biotherme. Il est à 20 nœuds. Bah, moi, je suis à 4 nœuds 5. Et j'ai plus qu'à attendre. Faut que ça s'évacue, ça. Et voilà comment tu perds 20 000, comme ça. Là, je suis dégoûté. Les marins enchaînent les manœuvres pour avoir la bonne voilure et utiliser la moindre variation d'angle de vent. Dans le groupe de chasse, la lutte est tout aussi ardue. À vue, au gré des empannages, les concurrents se croisent sur l'échiquier. Je viens de croiser Charal, donc c'est bien, on est au contact. C'est régate au contact. La Guadeloupe est encore à plus de 1000 milles. Charlie Dalin est en première position depuis 8 jours, mais son avance a fondu. Grâce à son abnégation, Thomas Ruyant passe en tête dans la nuit du 17 novembre. Les deux favoris se livrent alors à un duel de très haut niveau, un match d'empannage et de réglage à grande vitesse où rien n'est jamais acquis. Après avoir cru faire le plus dur en décrochant Dalin, celui-ci revient. Tout est alors à refaire pour Thomas Ruyant qui serre les dents. Voilà un peu l'ambiance. Des grains partout, on a eu ça toute la nuit. Et là ça continue encore. On passe de 10 à 35 nœuds, c'est difficile, ça redistribue les cartes forcément. Le Tour de la Guadeloupe n'y changera rien. Survolté, Thomas Ruyant défend sa première place si chèrement acquise et ne laisse aucune ouverture à Charlie Dalin. Linked Out coupe la ligne après 11 jours et 17 heures de mer. Thomas Ruyant s'impose sur la route du Rhum 2022, lui aussi rentre dans le cercle des doubles vainqueurs après une première victoire en 2010 en classe 40. Je crois que c'est la plus belle. Il y a eu des victoires déjà, mais celle-là, elle est particulière de par l'engagement qu'on a tous mis. Là, on avait une classe IMOCA avec 36 bateaux au départ, avec des sacrés marins. Et puis on les a mis derrière. Bravo! 2 heures plus tard, c'est Apivia qui se présente à l'arrivée. Après le Vendée Globe, la Solitaire du Figaro et la Transat en double, encore une fois, Charlie Dalin se casse les dents sur la plus haute marche d'une course au large. J'ai participé aux 3 grandes classiques en solitaire et en fait j'ai que des places de deuxième sur ces grandes classiques. Quoi. On va pouvoir m'appeler Poulidor bientôt, je crois. Jérémy Bayou complète le trio avec 4 heures de retard sur Ruyant. Suivent Kevin Escoffier, Maxime Sorel, Paul Meillat, Justine Métro en une dizaine d'heures. C'est finalement Sébastien Marseille qui termine premier bateau à dérive en 11e place. À Saint-Malo, la procédure de départ de cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe en classe 40 vire à la foire d'Empoigne. Une grande partie des 55 skippers de ces monocoques de 12 mètres souhaitent partir au sud de la ligne, sur un bord favorable bâbord Amur, afin d'entamer leur remontée vers le Cap Fréhel. Mais le courant pousse les bateaux vers la ligne et certains se retrouvent coincés trop tôt, obligés de couper la ligne avant le signal. Les fautifs ont alors 48 heures pour réparer une pénalité de 4 heures. 3, 2, 1, départ! Or, si les autres classes de bateaux s'envolent, les petits monocoques mettent plusieurs heures à remonter en tirant des bords jusqu'au Cap Fréhel. Lève le bras derrière moi! C'est trop cool. À 18h15, Mathieu Perrault est le premier de la classe à passer la bouée CIC du Cap Fréhel et se lancer vers l'ouest. Les cadors sont là, en nombre. Yann Lipinski, Xavier Macaire, Ambrogio Beccaria, Corentin Douguet sont sur les réglages pour faire avancer leur bateau face au vent. La régate côtière commence et dure toute la nuit pour quitter la Manche au plus vite en jouant avec les forts courants de marée et le vent qui faiblit.
Johan Richomme, le tenant du titre, et Axel Tréhin, pris par la patrouille en volant le départ, voyant le vent mollir et la bascule de courant s'inverser, choisissent d'effectuer leurs 4 heures de surplace avant même de passer la bouée. Ils souhaitent ainsi perdre le moins de terrain possible sur leurs concurrents qui ont du mal à progresser dans leur contournement de la Bretagne. Premier matin, du deuxième jour de cette route du Rhum, à côté d'Axel Tréhin. On est reparti, pas forcément facile à encaisser cette pénalité, mais c'est comme ça. Je crois que là on a une vingtaine de milles de retard sur les premiers. Ça aurait pu être beaucoup plus salé que ça. Donc voilà, on va continuer de pousser. Au pied du mur, après cette pénalité initiale, Johan Richomme n'a plus le choix. Il doit passer à l'attaque avec pour objectif de remonter à l'avant de la flotte afin de ne pas se laisser décrocher. La tête de la course arrive en Atlantique et croise à la pointe Bretagne entre Ouessant et le continent pour descendre vers le sud-ouest. Une fois que je vois la terre, normalement, c'est de l'autre côté. Bon, déjà, on va essayer de sortir du front vert. Plus les skippers prennent de l'ouest, plus les conditions se dégradent. La mer est croisée, le vent forcit. Ce n'est qu'une mise en jambe avant d'essuyer les premières dépressions. En direct de Ouessant, la mer est démontée. Voilà, ça cogne fort. On va réussir à passer, mais c'est chaud. 2 passages de tempête sont prévus en ce début de course et sont à franchir sur la route des Açores. On est en train de passer le premier front. C'est là. Il y aura le deuxième ici. Ça souffle. Les classes 40 sont vulnérables. Face au vent et bas sur l'eau, le choc est brutal avec une mer démontée. 2 concurrents dématent et les avaries sont nombreuses après ce fort coup de vent. Bon voilà, il y a un peu. Voilà, on est encore au prêt à taper des pioches. Soirée. On voit pas près qui arrive comme une fusée. Il va 2 fois plus vite que tout le monde. C'est bon, on a viré de bord derrière le front. C'est pas trop mal passé, mais alors c'est d'une violence. Johan Richomme, lui, poursuit sa remontée. Gros cœur, il tient plus de toile, plus longtemps, fait de bons choix de placement pour franchir les zones fortes ou sans vent. Le skipper de Paprec-Arkea traverse la flotte de part en part, effectuant une incroyable remontée dans la traversée du golfe de Gascogne. Au large de l'Espagne, il est déjà revenu dans les 5 premiers. On progresse difficilement. Face aux vagues, le front est en train de passer, on voit l'éclaircie à droite. En tête depuis le départ, Corentin Douguet, l'autre grand favori, fait face à des problèmes mécaniques depuis la première nuit. Son moteur ne démarre pas, or, à bord, l'énergie est essentielle pour faire fonctionner l'informatique nécessaire au travail météo, aux communications et aux pilotes automatiques. Une énergie qui est fournie par un moteur thermique, des capteurs solaires, des éoliennes et des hydroliennes. Corentin Douguet passe chaque jour plusieurs heures à tenter de réparer son moteur. Et voilà, le résultat de ça, c'est que j'ai toujours pas de moteur, donc ça va, on va faire 100. Et que, à force de faire du bricolage au lieu de faire du bateau, j'ai laissé Yo-Yo se parer un peu. Xavier Macaire, lui aussi aux avant-postes depuis le départ, doit faire face à une faiblesse de sa coque. Meurtri par les chocs, il ralentit pour faire de la stratification afin de renforcer son bateau. La répa a l'air de tenir bon, donc on continue comme ça, tant que la répa tient bon, on attaque. Alors on va essayer de remonter, de grappiller un petit peu ce qu'on peut. Après un impressionnant comeback, Richomme prend la tête juste avant le passage des Açores et ne la lâchera plus. Imposant aussi à ses adversaires son rythme aux allures portantes. Derrière lui, la lutte pour la 2e place est acharnée entre Douguet et Beccaria. Voilà, on traverse un océan et puis on se retrouve avec un petit italien là, à même pas 1 mille. Bombardé, il est sous grand ski, je sais pas comment il fait. Il est bon, hein, le petit Ombrogio là.
Ambrogio Beccaria, à la barre d'un bateau entièrement italien et qui est resté au contact tout au long de la première semaine, réussit un superbe finish et se bat pour la 2e place jusqu'au bout. Ça y est. Dernière ligne droite pour la ligne d'arrivée. On vient de se prendre un énorme grain. Ça pour bien finir, c'était pas assez dur comme ça. Johan Richomme coupe la ligne le 23 novembre après 14 jours et 3 heures de mer pour réussir l'extraordinaire performance de gagner pour la 2e fois consécutive cette route du Rhum destination Guadeloupe. Hyper fier de l'avoir remporté parce que je pense que le plateau était quand même encore plus relevé qu'il y a 4 ans. L'Italien Ambrogio Beccaria termine 4 heures derrière pour conserver la 2e place devant Corentin Douguet 3e et le Suisse Simon Koster 4e. Quelques jours plus tard en IMOCA et 6 jours après Thomas Ruyant, le premier skipper guadeloupéen rejoint l'île Papillon en 18 jours de course. Rodolphe Seffo est accueilli en héros après avoir relevé ce défi. C'est grâce à vous qu'on peut vivre des belles aventures comme ça. C'est grâce au Guadeloupéen que la route du Rhum est une si belle course. Mais la route du Rhum destination Guadeloupe n'a pas encore livré toutes ses émotions. De nombreux marins sont toujours en mer, à bord de bateaux hors normes, les Rhum Multi et les Rhum Mono.